Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission. Ce qu'il fallait démontrer, c'est un vieux débat que nous allons remettre aujourd'hui, celui-là qui oppose le développement et la démocratie et la liberté. Pour les amoureux du modèle occidental actuel, il n'y aura pas de développement et de bonheur pour les citoyens, loin des exigences de liberté, d'opinion et de démocratie. Mais l'expérience lancée depuis 1990 par le Bénin en Afrique francophone a laissé 30 ans plus tard beaucoup sur leur faim et permet alors au deuxième groupe d'énoncer sa position. Pour se développer, il faut absolument et nécessairement oublier cette affaire de liberté et de démocratie, en tout cas dans sa forme et sa pratique occidentale actuelle. Les nouveaux pays émergents, notamment ceux qu'on appelle les dragons de l'Asie, leur donnent un peu raison quelque part. Et c'est à peine s'ils ne célèbrent pas et n'exigent pas le retour de la royauté et de la monarchie africaine des vieux siècles sur le continent. Entre les deux, une troisième catégorie qui propose d'explorer de nouvelles voies et voies, une sorte d'hybridisme ou de combinaison, de fusion pour trouver justement la voie idéale à l'histoire de l'Afrique en tenant compte justement de son parcours historique. À quelques semaines de la prochaine présidentielle, nous allons interroger notamment la pertinence des choix et voir et projeter le Bénin au-delà justement de ces concepts et objectifs. Ça va être la façon dont votre émission, ce qu'il fallait démontrer, va passer un peu le temps électoral déjà à nos portes. Sur nos canaux digitaux, vous pouvez déjà vous exprimer et proposer vos opinions, vos avis sur les sujets avant même la tenue de l'émission. Je profite déjà pour rappeler que pour le prochain numéro, le thème portera sur l'éducation nationale et le profil idéal du citoyen béninois pour les défis de demain. Pour aujourd'hui, vous l'aurez certainement deviné, nous allons parler donc de démocratie en lien avec le développement et la liberté. Et à l'occasion, vous suivrez tout à l'heure l'avis de quelques citoyens sur la thématique. Je vais passer tous ces moments avec mon éternel compagnon sur ce plateau, Anissé Carlos Oké. Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'être à nouveau au rendez-vous pour partager un peu quelques idées avec nous sur cette tribune-là. Nous l'avons déjà évoqué sur ce plateau en constatant que le Bénin n'est plus vraiment dans l'esprit de la démocratie, en tout cas tel qu'il a été conçu lors de la grande réunion politique nationale d'il y a 36 ans. Mais on peut toujours reprendre la discussion depuis le début. Dans une Afrique un peu plus attachée aux valeurs morales, à sa culture, à une fidélité au respect, etc., de l'autorité publique, le développement peut-il rimer avec la démocratie telle que c'est conçu à l'occidental? C'est une grosse question. Et je pense que toutes les personnes qui répondront à cette question tiendront compte en fait de leurs propres convictions et surtout de leurs propres intérêts dans l'affaire. Mais pour tenir compte de l'intérêt général, moi je dirais que le développement n'est pas une affaire liée forcément à une question de liberté ou de démocratie, tant qu'il y a une bonne dose de liberté et une bonne dose de démocratie. Qu'est-ce que ça suppose? Ça me renvoie à l'histoire. Vous savez, quand les Occidentaux sont arrivés, ils nous ont dit votre religion, elle n'est pas bonne. Vous la laissez et vous épousez les standards de notre religion à nous parce que ça permet d'aller au paradis, de ressusciter après la mort et tout, et tout. Et puis, ils disent, tous les peuples qui n'adoptent pas ces standards-là ne sont pas fréquentables. Ensuite, votre culture n'est pas très bonne. Épousez les standards de notre culture et vous serez fréquentable. Votre médecine n'est pas bonne. Épousez nos standards et vous serez fréquentable. Et votre système politique n'est pas bon. Épousez les standards de notre système politique et vous serez libre. Vous voyez? Donc, sur toute la ligne, nous avions, nous autres, une organisation sociale bien assise, multiséculaire, que les autres sont venus perturber en disant ce que nous vous proposons est meilleur que ce que vous avez. Et depuis que ces propositions ont été faites, vous verrez que même si à un moment nous avons été comme des puristes sur le plan de la religion, sur le plan de la culture, sur le plan du droit, et tout ça, il est toujours arrivé au moment où nous avons commencé par régresser progressivement parce que ce que nous sommes a recommencé par réapparaître. Vous voyez, aujourd'hui, nous pratiquons la religion,
non pas comme ce que nos pères avaient fait hier. Nos pères avaient été évangélisés d'une façon drastique et ne pouvaient pas se permettre des écarts pour aller à une cérémonie au village. Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise pour aller faire une cérémonie au village et revenir à l'église le lendemain. Aujourd'hui, tout le monde est à l'aise pour aller au Vaudou Days, pratiquer notre culture et revenir le lendemain, dire qu'on est en cravate et costume, on est occidentalisé. Vous voyez, c'est la même chose aussi pour la démocratie. Donc, il y a dans cette démocratie beaucoup d'aspects qui font progresser l'homme, qui font avancer l'homme et qui offrent des perspectives véritablement d'épanouissement. Mais à l'intérieur aussi, compte tenu de notre sociologie, de notre histoire, de notre culture et de notre tradition, de nos valeurs en général, il y a des aspects dans la démocratie occidentale qui freinent notre développement pour la simple raison que lorsque nous avons dit liberté et que nous n'avons pas encadré cette liberté, ça peut confiner à l'anarchie. Et je pense que c'est un peu ce qui a été observé à la veille de l'élection présidentielle de 2016 et qui a fait que le président de la République en exercice à l'époque avait dit de façon très claire, cette démocratie est faite de pagaille et d'anarchie. Et pour lui emboîter le pas, celui qui était président de l'Assemblée à l'époque a utilisé des mots que je ne voudrais pas reprendre ici pour dire que notre démocratie véritablement était à revoir complètement. Donc, puisqu'il faut revoir complètement cette démocratie, ceux qui, en face, considéraient qu'on devait encadrer les libertés et réorienter un certain nombre de principes démocratiques, ont trouvé le prétexte idéal pour le faire et pour l'expérimenter. Et je peux dire que nous sommes encore dans cette expérimentation et que nous ferons le moment venu nous-mêmes le bilan pour savoir si, en réalité, cette voie que nous empruntons nous fait avancer plus, ou bien si, en réalité, elle ne nous apporte rien. Il faut quand même éclairer le débat. La démocratie, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle devrait être à pratiquer, telle que Montesquieu l'a projetée, la République, est-ce que c'est vraiment ce que nous faisons? Est-ce que nos errements doivent justifier l'impertinence de la démocratie? Est-ce que parce que nous avons mal pratiqué la démocratie, nous devrons dire que c'est un mauvais modèle? Est-ce que quelqu'un ici dit que c'est un mauvais modèle? À mon avis, tout le monde est d'accord pour dire que la démocratie est un très bon modèle parce qu'il n'y en a pas mieux aujourd'hui dans le monde, n'est-ce pas, dans la gouvernance des hommes. Mais la gouvernance des hommes aussi doit tenir compte de la sociologie locale, des traditions, des valeurs locales et de tout ce qui, intrinsèquement, est en partage entre les hommes qui habitent une certaine région. Ici, chez nous, personne ne fait grief à la démocratie. Mais à l'intérieur de la démocratie, il me semble qu'il y a des aspects que... Quels sont ces aspects, justement, qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec peut-être notre contexte pour nous permettre d'avancer, à votre avis? Je n'ai pas d'avis sur la question, mais quand je regarde ce que nous avons pu faire comme, marche jusqu'à présent, et les réformes qui ont eu cours depuis 2016 et qui créditent la thèse selon laquelle il faut brider un peu les libertés, c'est que nous avons, à un moment, franchi complètement le Rubicon en nous permettant des libertés qui n'existent nulle part. C'est-à-dire que ici, nous pouvions bloquer l'administration des finances pendant 8 mois, alors que ceux qui ont créé la démocratie et qui nous servent de modèle n'ont jamais fait un truc pareil. Vous ne verrez pas, dans un pays occidental aujourd'hui, une administration qui est en grève pendant 3, 4, 5 mois. Ça n'existe pas. On a vu quand même beaucoup de mouvements sociaux. Bien sûr, vous parlez de mouvements sociaux. Les gilets jaunes qui ont paralysé la France sur des mois, avec beaucoup de violence dans la rue. Quand vous dites paralyser, il faut relativiser. Ça ne paralyse pas l'administration. Ah non, absolument pas. Il y a des mouvements dans la rue, c'est vrai, il y a des personnes qui sont fâchées, qui manifestent, mais ça n'empêche pas le pays. Comment les travailleurs sont dans la rue et l'administration marche? Mais la plupart de ceux qui sont dans la rue ne sont pas vraiment des travailleurs. Ah bon? Ah non, c'est des travailleurs du secteur privé. C'est des gens qui peuvent se permettre de ne pas aller travailler. Le secteur privé, c'est justement le secteur qui porte l'économie. Donc, s'ils sont dans la rue, l'économie est difficile. Oui, c'est-à-dire, ça dépend de l'angle sur lequel vous voyez ça. Moi, je parle de l'administration en tant que premier producteur de richesse de l'État. Mais lorsque l'administration des douanes, qui est le service le plus important en matière de collecte de fonds,
peut être paralysé pendant 8 mois, ce n'est plus de la démocratie, c'est de l'anarchie. Parce que même dans les pays de la plus grande démocratie possible, vous ne pouvez pas voir ça. Lorsque les enseignants, pour un oui ou pour un non, disent si l'État ne fait pas ce que nous demandons, le système scolaire est paralysé et nous assumons, nous, les syndicalistes. Et que ça nous entraîne tous vers une année blanche. Et qu'on est prêt même à enchaîner les années blanches pour en découdre avec le pouvoir. C'est des moyens que la démocratie leur a mis à leur disposition, oui, justement pour défendre leurs propres intérêts. Dès que la démocratie continue à rouler. C'est pour ça que je vous dis que ces moyens-là sont bons. Sauf que chez nous, il n'y a pas eu d'encadrement et que nous avons pensé que nous pouvons utiliser ces moyens-là autant que nous en avons envie. Ailleurs, il y a cette même liberté. Mais vous pouvez me dire depuis quand l'administration française a été paralysée la dernière fois? Vous ne pouvez pas le dire. Ils ont eu beaucoup de difficultés à former un gouvernement tout dernièrement. Ce n'est pas l'administration. Ce n'est pas l'administration. Ça n'empêche pas le gouvernement. Tout ce que vous dites là n'empêche pas l'État de continuer de fonctionner normalement parce que les autres ont installé chez eux des systèmes qui font que le pays est un pilote automatique. C'est un pilote automatique. Pas comme chez nous. Nous n'avons encore rien construit de solide. Et déjà, nous nous permettons, nous, de dire, bon, on fait un débrayage, la justice peut aller en grève, et pendant que ce sont des personnes humaines qui, chaque jour, sont en prison et attendent que leur dossier soit mis sur la table pour pouvoir aller jouir de leur liberté. Et quand vous privez ces personnes-là de liberté pendant des mois, juste parce que vous avez envie de montrer que dans le système, vous n'êtes pas content. Et pourquoi vous n'êtes pas content? Pour des questions salariales. Ah oui. C'est important. Ça pose un problème. C'est important, il faut vivre. Ça pose un problème. Donc je pense que l'un dans l'autre, nous avions un peu exagéré. Et tout le monde était d'accord là-dessus. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on s'entende, même si aujourd'hui, on ne s'entend pas sur la façon dont les problèmes sont réglés. Il faut qu'on s'entende tous sur le fait que nous étions tous d'accord qu'il y avait tellement de problèmes qu'il fallait faire quelque chose. Ça, tout le monde était d'accord là-dessus. Bon, donc, si tout le monde était d'accord là-dessus et que personne ne proposait rien, et que un président élu dit, moi, je viens pour essayer de corriger ce qu'il y a à corriger, et que plus tard, dans cette correction, il se heurte à d'autres qui ne conçoivent pas les choses de la même façon, et qui peut-être sont encore dans l'ancien système où on peut user de tous les moyens pour paralyser l'État. Et qu'en face, on dit, vous ne paralyserez pas l'État une seule journée. Vous voyez, ça peut amener ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu un gros malentendu sur le fait que nous n'avons pas pu, à un moment, nous asseoir pour dire, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous faisons. Patrice Talon n'a pas caché ce qu'il venait faire. Je crois qu'il a même dit à la face du monde. Et il a même dit que si c'était nécessaire, la paix serait compromise, mais qu'il fallait que nous changions de chemin. Il avait déjà pris le pouvoir, c'était face au collège de... Voilà, c'est ce que je dis. Donc, ce n'est pas comme un parcours accidentel, peut-être que nous allions dans une direction donnée et que, bon, par un accident de parcours, on s'est retrouvé là où on s'est retrouvé. Non, c'est une vision assumée et mise en exécution qui nous amène là où nous sommes. Donc, il n'y a pas d'accident. C'est une vision claire qui s'oppose à la vision que nous avions hier de la liberté. Pour la liberté, parce que pour certains, tant qu'on est libre, tout va bien. Si on reprend en tout cas le projet de société de Patrice Talon, on peut faire longuement le débat sur les promesses électorales qu'il a engagées et les réformes qui ont accompagné, notamment dans le secteur de la justice, notamment dans le secteur de l'éducation, dans la presse aussi, on peut toujours en parler. Les grèves sont réelles. Et nous avons effectivement connu une certaine altération de l'espace de liberté, de convivialité que nous avions dans la démocratie. Aujourd'hui, il y a une sorte de crispation parce que justement, toute la liberté qu'on avait hier de s'opposer joyeusement au pouvoir n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on exige qu'il y ait plus de responsabilité, qu'il y ait de l'autodiscipline et même de la concentration. Parce que la vision qui prévaut aujourd'hui considère que quand on est dans la distraction,
quand on est dans la dispersion, quand les partis politiques font la loi et peuvent décider à la place même des gouvernants et forcer les gouvernants à aller dans une certaine direction, on ne peut pas s'en sortir. Il faut laisser la possibilité au gouvernement qui s'installe d'avoir son programme et de le dérouler sans l'entraver tous les jours parce qu'on veut faire vivre la démocratie. Donc, moi, je considère que les griefs sont effectifs et qui sont réels, mais ce que nous avons aujourd'hui est, encore une fois, la réponse qui est en train d'être proposée à ce que nous avions hier et qui conduisait, à mon sens, le pays dans le gouffre. On a comme un échange implicite qu'on nous propose. Soit vous taisez un peu vos libertés, vous avez des constructions, ou bien vous continuez à avoir les libertés. Les deux sont incompatibles vraiment? Ah non, les deux ne sont pas incompatibles. On peut parler tout en construisant. Ah oui, mais on a l'impression que c'est deux choses antinomiques. Mais je ne pense pas que ce soit que seulement parler qui pose problème. J'ai l'impression que, comme je le disais tantôt, il y a une certaine façon de faire de la politique qui est restée et qui, pour les uns, ne doit pas être changée. La liberté doit être entière, intégrale et même irresponsable pour montrer que nous sommes dans une véritable démocratie. Ce qui, à mon sens, pose problème aujourd'hui, c'est l'encadrement des critiques vis-à-vis des personnes qui dirigent et l'encadrement des critiques vis-à-vis du pays pour que son image ne soit pas altérée, pour que ce qui nous appartient à nous tous ne soit pas traîné dans la boue parce qu'on a envie tout simplement de jouir d'une liberté publique. Et je pense que c'est ce qui est un peu bridé aujourd'hui et ça pose problème. Pourquoi? Parce que ceux à qui cette liberté profitait hier, ce sont les hommes politiques et que c'était leur fonds de commerce principal pour faire du chantage au pouvoir et pour manipuler les masses et les instrumentaliser afin d'obtenir des avantages de nomination ou des privilèges d'installation. Bon, aujourd'hui, ces choses-là ont été un peu encadrées et justement, si ça concernait la masse, on n'aurait pas l'accalmie que nous avons observée aujourd'hui. C'est parce que ça concerne une certaine catégorie d'acteurs politiques et que ce sont ces acteurs politiques-là, véritablement, qui font leur combat. Et ça fait ce qu'on Est-ce que ce n'est pas une mauvaise lecture que de dire, bon, la grande masse n'est pas concernée parce qu'elle est toute silencieuse, etc. Généralement, aussi, les populations mettent beaucoup de temps à réaliser ce qui leur arrive. Et quand elles réalisent enfin, ça peut déboucher à ce qu'ils ont appelé ailleurs en France la révolution. Ça peut déboucher sur autre chose, des soulèvements, etc., etc. Peut-être qu'on est encore dans, je dois dire, ce moment de choc. Ou qu'on ne réalise peut-être pas ce qui nous arrive. Peut-être oui, peut-être aussi que c'est un moment d'observation pour mieux apprécier avec le recul. Mais toujours est-il que pour l'instant, les citoyens ne sont pas au premier chef concernés par les restrictions de liberté parce que ça n'empêche personne pour l'instant de vivre normalement comme ils vivaient hier. Et ce sont simplement ceux qui sont dans l'arène politique qui n'ont plus le droit de faire comme ils faisaient hier et de donner libre cours à toutes leurs envies. Donc, il est clair que le peuple béninois, lorsqu'il participe à des élections, s'exprime et dit ce qu'il ressent. Mais pour l'instant, ce qu'il ressent n'est pas encore le rejet total des réformes et de la vision qui sous-tend ces réformes. Nous avons une démocratie électorale, tout se passe bien sur le plan des élections. En tout cas, on a des élections, on a des mandats dont les termes sont connus et les personnes qui s'éternisent au pouvoir. Et ça, c'est déjà un acquis principal. Mais lorsqu'on compare le Bénin aujourd'hui aux autres pays de la sous-région, on observe que nous avons encore une démocratie électorale qui marche et que nous avons donc quelque chose de plus que les autres parce que partout ailleurs, on a essayé d'altérer cette démocratie un peu plus gravement que chez nous. Et par endroit même, on a mis la démocratie complètement en parenthèse parce qu'on a estimé justement que les gains qui étaient attendus de cette liberté qu'on avait eue en 1990 ne sont pas au rendez-vous. Ne pas au rendez-vous par rapport au développement du pays. Et nous pourrons peut-être revenir sur ce que c'est que le développement du pays, mais on observe
qu'en dehors du fait que les jouissances des libertés s'observent par-ci, par-là, il n'y a rien de fondamental qui change dans la croissance de notre pays et des pays qui nous entourent. C'est pour ça que, par endroits, on a déjà mis la démocratie sous boisseau. Chez nous, on essaye de corriger et de maintenir ce qui est essentiel, à savoir que les élections continuent et que les mandats sont respectés, que par ailleurs, tous ensemble, on peut construire le pays en étant dans une sorte de trêve qui nous évite, dans tous les cas, de nous affronter parce que les affrontements sont justement la source de déperdition, de dispersion et de distraction. Le lien qu'on tente de mettre en démocratie et développement, certains ont jugé qu'il fallait justement mettre sous boisseau quelques éléments de la démocratie parce qu'on n'avait pas atteint le développement. Il n'y a pas de rien intrinsèque et automatique. La démocratie a un fonctionnement bien clair, c'est l'équilibre des institutions et des pouvoirs, les questions de liberté, et ça s'arrête là. Sauf qu'ici, nous avons justement l'expression de cette liberté qui parfois déborde et peut constituer un véritable handicap parce que quand personne ne travaille, que tout est bloqué, démocratie ou pas, le pays ne se développe pas. Et donc il faut trouver la formule pour qu'il n'y ait pas d'entrave à la bonne évolution du travail et des plans d'action du gouvernement tels que définis au départ, parce que tant que ça nous retarde, ces petits retards que nous avons de façon cyclique lorsqu'il y a des grèves finissent par se répercuter dans le temps sur le niveau de développement. C'est là où, en fait, il y a une corrélation directe entre l'exercice de la démocratie non maîtrisée et le développement. Alors aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a sur la table n'est pas le gommage de tout ce qui nous est proposé dans un système démocratique. C'est juste, à mon sens, ce qui nous permet de rester concentrés, de savoir où nous allons et de ne pas être dans la kermesse quotidienne en pensant que quand on s'amuse et qu'on est dans la joie, le pays se porte bien. Il y a un travail à faire, il y a des sacrifices à faire, il y a on va dire, des exigences de concentration et de discipline que nous devons nécessairement observer pour rattraper les pays qui sont devant nous parce que personne n'est arrivé à un certain niveau de développement sans avoir consenti les sacrifices qui sont absolument indispensables. Quand on voit un peu comment on a démarré, je parlais du Bénin, on a démarré l'expérience de la démocratie en 1980 quand les institutions ont commencé à se mettre en place, on était parti quand même sur un très bel élan. Avant d'aboutir à ces résultats qu'on a, qu'est-ce qui a fait que vraiment on a perdu de vue l'objectif et je dois dire le chemin pour aller vers le développement? C'est que il s'est constitué des groupes politiques au sein desquels les membres ont décidé de s'octroyer des privilèges au détriment de l'intérêt national, au détriment de la nation. Donc la politique consistait juste à se trouver une place, à négocier une place, à faire du chantage pour avoir un poste, à essayer de se retrouver devant des électeurs avec le moyen de bloquer le gouvernement et d'obliger à vous donner ce que vous demandez et qu'on vous refuse. Et ça se faisait un peu de façon même personnelle, parce que même les groupes qui se formaient, tous les membres de ces groupes-là n'étaient pas épanouis. C'est une seule personne qui réunissait des gens pour son profit à lui seul. Vous voyez? Donc, ces choses-là nous ont amenés à 200 partis politiques et les 200 partis politiques devaient compter. Il fallait travailler avec chacun d'eux, négocier avec chacun des leaders de ces partis politiques qui ne négociaient rien pour que le pays avance, mais qui négociaient tout pour que leurs intérêts personnels et égoïstes soient satisfaits. Donc, ça nous a conduit naturellement à cette situation qui nous oblige à mettre un peu, on ne va pas dire en veilleuse, mais un peu un bémol au rôle prépondérant que les partis politiques avaient dans la gestion du pays. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les partis politiques ne décident plus. Les partis politiques accompagnent le gouvernement. Hier, ce sont les partis politiques qui décidaient et le président n'avait pas d'autre choix que d'exécuter ce que chaque chef de parti voulait qu'il fasse pour que son soutien lui soit acquis. Voilà la différence fondamentale entre
ce que nous faisions hier et ce que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. Il faut quand même s'entendre sur un point. Si la destination finale pour tous les chemins que nous essayons d'explorer, c'est le développement, il faut déjà s'entendre sur ce que c'est que le développement concrètement, parce que certains reprochent justement à ce régime d'avoir confisqué quelques libertés pour essayer de construire des pavés et des routes ça et là. Alors, c'est quoi le développement dans un contexte africain où l'épanouissement devrait être attaché, je dois dire, à la rigueur morale, à la rigueur culturelle, à l'épanouissement intrinsèque de l'individu lui-même? Je pense que c'est là le gros malentendu. C'est un gros malentendu parce que ce que nous souhaitons tous, c'est que l'homme soit au centre de toute la politique sociale et soit le bénéficiaire principal de toutes les politiques publiques. Oui. Que chaque fois qu'une décision est prise, que ça se ressente dans le panier de la ménagère tout de suite, et que le jeune homme qui sort de l'université tout de suite soit en mesure de trouver un emploi qui lui permet de s'épanouir. Nous avions ce système-là lorsque nous étions sous la Révolution, où l'objectif n'était pas d'avoir un État très riche et très puissant, mais d'avoir des citoyens qui, à tous les niveaux, ont quasiment les mêmes avantages. Ça s'appelle du socialisme. Ça se faisait, c'est vrai, un peu au petit bonheur la chance, mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à ça. Et nous avons pris l'habitude de considérer que l'État nous devait tout. Parce que justement, nous sommes passés par là. Nous avons acquis que, pour évidence, que l'État doit faire tout ce que nous demandons, c'est-à-dire que satisfaire à tous nos besoins. Et c'est resté dans notre tête, même lorsque nous avons fini par balayer la révolution et le socialisme du revers de la main pour entrer de plein pied dans la démocratie et le système de l'économie libérale. Il se trouve que dans un système comme celui-ci, l'État ne peut pas faire les mêmes choses que sous un régime de socialisme. Et donc, par conséquent, nous nous retrouvons dans une situation où l'État met en place un certain nombre de mécanismes. L'État met en place les fondamentaux d'une économie prospère et les citoyens tirent profit comme ils peuvent de tout ce qui est mis en place pour leur épanouissement. Donc, tant que vous ne travaillez pas vous-même à votre épanouissement personnel, en profitant de tout ce que le gouvernement fait, vous êtes dans votre chambre à pleurer et à attendre que le gouvernement vous aide. Quand on fait des routes, c'est pour que vous allez plus rapidement vers vos clients, pour que vous puissiez rapidement desservir vos clients par rapport aux produits que vous vendez. Lorsqu'on construit des hôpitaux, c'est pour que, avec vos moyens, vous puissiez rapidement aller vous faire soigner. C'est ça, en fait, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisamment expliqué. Et les jeunes continuent de dire, nous sommes au chômage, l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. En réalité, l'État a juste à mettre en place les mécanismes par lesquels chacun va travailler et gagner de l'argent. Donc, si on s'entend sur ça, on dira que le développement, c'est bien ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire la construction d'infrastructures, l'embellissement de cadres de vie, et la digitalisation, par exemple, des services administratifs. Voilà des choses qui permettent aux jeunes de se lever et de travailler pour gagner de l'argent assez rapidement par rapport à la situation antérieure où il n'y avait pas de route pour suffisamment aller vite, il n'y avait pas de digitalisation pour aller vite, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Donc, oui, le développement, c'est bien la construction des infrastructures et de tout ce que nous observons aujourd'hui. Maintenant, c'est aux hommes qu'il revient de profiter de ce cadre qui est tracé pour s'épanouir et dire, moi, eh bien, je profite de l'État. Il y en a qui sont convaincus, il faut vraiment mettre une croix rouge sur la démocratie telle qu'elle
a été conçu, etc., parce que peut-être le contexte africain ne s'y prête pas. D'autres pensent qu'il faut penser à autre chose carrément. D'ailleurs, et je l'ai dit dans mon introduction au début de cette émission, des exemples ailleurs qui mettent carrément sous boisseau la démocratie comme on la conçoit à l'occidental, eh bien, commencent à être cités comme des références en matière donc de développement. Et il y a une troisième voie qui dit on peut toujours s'inspirer de ce qui a été fait par nos grands-parents pour trouver un nouveau chemin afin de nous en sortir. Quelle est votre religion à vous? Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par se connaître soi-même, savoir d'où l'on vient et définir où on va. Et ensuite, à ce moment-là, on peut dire par quels moyens nous allons là où nous allons, parce que nous nous connaissons et nous savons ce qui peut fonctionner avec nous. D'accord? La démocratie à l'occidental ne peut pas être copiée à l'identique. Pourquoi? Et fonctionner. Parce que le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel on a essayé de le faire. Et il n'y a aucun pays dans lequel on a essayé de le faire avec un grand succès. On l'a exporté vers les États-Unis. Les États-Unis sont aujourd'hui une grande référence parce que la conception justement de la démocratie, c'est parti de l'Europe. On peut dire qu'eux, ils ont au moins réussi. C'est leur affaire. C'est eux qui ont estimé à partir d'un certain moment, par rapport au cheminement qu'ils ont fait, qu'ils pouvaient progressivement se permettre un certain nombre de choses. Et sont arrivés là où ils sont arrivés parce que justement leur cheminement leur a permis d'arriver là. D'accord? Nous avons une autre histoire. Et nous ne pouvons pas aller copier les autres où ils en sont aujourd'hui, venir plaquer ça sur notre propre histoire en considérant que la greffe sera parfaite. Ça n'est pas possible parce que nous n'avons pas fait le même cheminement, parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs que eux ils ont aujourd'hui. Vous avez vu qu'avec ce qui se passe partout dans le Moyen-Orient aujourd'hui, l'Afrique n'a même pas voix au chapitre. Parce qu'on lance des missiles qui peuvent construire plusieurs hôpitaux chez nous et on bousille ça pour rien. D'accord? Et on brûle des vies. Et on brûle beaucoup de milliards parce qu'on a envie d'imposer une hégémonie ou en tout cas de retracer la case géopolitique. Voilà où les autres en sont. Et nous, où est-ce que nous en sommes? Nous n'en sommes même pas encore à exister encore en tant qu'entité dont les autres prennent la vie ou que les autres respectent. Nous n'en sommes même pas encore là. Et vous voulez que nous soyons au même niveau tout à fait identique que ce qu'on a comme système politique là-bas, ce n'est pas possible. Nous avons des réalités chez nous. Et je pense que c'est par rapport à ça que partout où on a essayé de copier la démocratie occidentale et de l'expérimenter, ça n'a pas fonctionné. Ça ne peut pas, la greffe ne peut pas prendre. C'est impossible. Pendant les premières années, vous avez vu que nous avons été de très bons élèves de la démocratie parce que nous avons montré que si c'est pour copier, il n'y a pas de problème, nous sommes capables de copier. Mais ce que nous sommes finit toujours progressivement par nous rattraper. Je vous ai donné l'exemple de la religion, je vous ai donné l'exemple de la culture. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que vous verrez. Aujourd'hui, même sur le plan de la médecine, il y a beaucoup de personnes qui se retournent de plus en plus vers la médecine traditionnelle parce que la médecine occidentale aussi a commencé à montrer des limites et les produits pharmaceutiques occidentaux aussi ont commencé à constituer un danger. Bon, donc tout ça, c'est bon de copier, mais après, ce que nous sommes finit toujours par commencer par reprendre le dessus. Ce que nous sommes, c'est une société basée sur le modèle monarchique. Et nous n'avons pas encore sorti cet aspect monarchique de nos gènes. Et moi, je plais à dire tous les jours, il faut prendre chacun dans sa maison. Qui permet qu'il y ait démocratie dans sa maison? Parmi nous. On essaye tant bien que mal de négocier avec les enfants. On ne donne pas aux enfants la liberté. Oui, bon, ça va, nous sommes en démocratie, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et on ne négocie pas lorsque les enfants commettent des fautes. On ne négocie pas lorsque madame ne fait pas les choses comme elle doit le faire. Oui, mais là-bas, il n'y a pas un juge, il n'y a pas, c'est pas moi un tribunal, il n'y a non, pas... ce que j'essaie de dire, c'est que quand de façon naturelle, vous n'êtes pas démocrate, vous ne pouvez pas appliquer une démocratie à l'échelle nationale.
Si sur le plan individuel, de façon naturelle, vous n'êtes pas démocrate dans votre environnement, que vous avez un chef de famille, que vous avez des chefs de collectivité, et que vous vous prosternez devant ces chefs-là jusqu'à aujourd'hui pour prendre des instructions, que vous les mettez comme sur un piédestal, vous ne pouvez pas, sur la place publique, jouer au grand démocrate. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut être en harmonie, être dans une sorte de cohérence avec ce que nous sommes et ce que nous avons comme système politique. S'il n'y a pas de cohérence entre ce que nous sommes réellement et notre système politique, nous allons toujours continuer de nous chercher et ça va toujours nous suivre. Il arrivera toujours un moment où nous serons obligés de tout remettre en cause. Oui, mais comment... Donc, le monde a évolué. Et il se trouve que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des systèmes autour de nous dont nous pouvons nous inspirer. Et c'est une bonne chose. Et c'est ça, par exemple, la démocratie. Quel système vous pensez? La démocratie, par exemple. Il n'y a pas meilleur que la démocratie dans le monde aujourd'hui pour diriger les hommes, pour gérer les hommes. Il n'y a pas meilleur que la gouvernance démocratique, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons nous en inspirer. Mais nous en inspirer, c'est aussi savoir l'adapter à ce que nous sommes pour ne pas aller dans un sens où nous serons obligés de rebrousser chemin. Parce que quand on dit démocratie, les Russes, ils pratiquent la démocratie. Hein? Ah bon? Les Russes. Les médias occidentaux disent que ce n'est pas de la démocratie. Voilà. Le malentendu vient du fait que tout le monde croit que le modèle occidental est le modèle absolu. C'est faux. Ah bon? Ah, c'est faux. Les Russes, vous croyez que des Russes auraient envie de changer de nationalité pour devenir béninois ou français parce que la démocratie s'exprime bien dans ce pays-là? Vous croyez? Vous croyez que vous demanderez à un Chinois de choisir la nationalité béninoise ou américaine tout de suite parce que la démocratie... Non. Ils sont heureux comme ils sont. Et ce sont les Occidentaux par rapport à leur standard qui croient dire aux autres, vous n'êtes pas heureux, nous voulons vous libérer. Et ça crée du bordel partout. Parce que personne n'a envie de se libérer au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, quand on a en ligne de mire la démocratie occidentale et qu'on se dit, nous écoutons tout ce qu'ils disent, nous pratiquons tout ce qu'ils disent, à ce moment-là, ça crée un désordre forcément. Les Chinois font de la démocratie, ils vont aux élections. N'est-ce pas? Oui. Les Coréens vont aux élections. Les Singapouriens vont aux élections. Donc, ces nationalités-là sont des nationalités fortes. Et pourtant, la démocratie, ils la pratiquent à leur sauce. Ils l'ont convertie à leur sauce. N'est-ce pas? Et les citoyens s'épanouissent et sont heureux dedans. Mais nous, la faute que nous avons toujours commise, c'est de toujours vouloir copier à 100% ce qui vient d'ailleurs et de faire même parfois plus que ce que nous avons copié, d'aller au-delà même de ce que nous avons copié, parce que nous sommes de bons élèves. Vous voyez, sur tous les plans que je viens de vous citer, c'est ce que nous faisons. Et pourtant, dans notre culture, dans nos traditions, il y a des valeurs qui sont plus importantes que ce qui vient d'ailleurs, et ces valeurs-là nous donnent ce que les autres n'ont pas, plus d'humanité. Et c'est très important. Vous voyez, la dernière fois, on célébrait la journée mondiale des droits des femmes. Et je me suis mis tout seul à me dire, mais qu'est-ce que nous avons gagné en réalité depuis que nous avons commencé à célébrer. On a gagné beaucoup de lois, on a gagné beaucoup d'institutions. Oui, quand nous ne regardons pas en arrière, oui, nous avons le sentiment d'évoluer, alors que non. Ah bon? Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans notre société? Les femmes, que représentent-elles? Que représentent nos femmes aujourd'hui? Voilà la question. Que représentent les femmes aujourd'hui dans notre société? Mais je peux vous dire, la société d'hier dans laquelle les femmes n'avaient aucun droit, dans cette société-là, il y avait des reines qui étaient tellement puissantes parce qu'elles pouvaient chuchoter dans l'oreille du roi. Aujourd'hui, elle ne veut pas chuchoter. Aujourd'hui, elle veut qu'on leur chuchote à elle dans les oreilles. Non. Il y a une grande différence. Tanguy, oui. Je demande quel est le résultat que nous avons atteint. Hier, on avait ça. On avait la reine-mère. Dans la structure de gouvernance, il y avait la reine-mère qui était extrêmement puissante. Les princesses n'étaient pas n'importe quelle femme. Dans l'armée, la section des femmes était la section des braves. Elles sont restées dans l'histoire. Les Agodiers, n'est-ce pas? Toute la société que nous avions était construite sur les femmes
qui détenaient la connaissance. Parce que les grands-mères transmettaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants, les secrets de la nature, les secrets du bien-être, les secrets de la connexion avec le cosmos, comment on traite une maladie, comment on gère un foyer, comment on construit une entité familiale. Et c'était sur ces femmes-là, sur nos femmes, nos filles, que reposait l'équilibre de la société. Et c'est pourquoi je pose la question. Depuis que nous faisons promotion des droits, qu'est-ce que nous avons gagné? Est-ce que tout ce que je viens de citer est réel aujourd'hui? Est-ce que les femmes comptent à ce point-là aujourd'hui par rapport à hier? Non, nous avons des femmes qui sont de plus en plus superficielles, qui ne s'intéressent plus aux questions de famille. Vous entendez dire que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Vous entendez dire que... faire un enfant, c'est pas obligé. C'est pas obligé du tout. Tomber enceinte et avorter, c'est une question de liberté aussi. À titre individuel, nous avons des femmes qui font carrière et qui estiment que la réussite sociale est une réussite. Donc, vous voyez que ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que nous pouvons copier ce qui vient d'ailleurs, mais nous ne devons pas renoncer à ce que nous avions hier parce que nous sommes en train de copier quelque chose. Nous devons copier ce qui vient d'ailleurs et l'adapter à ce qui existait déjà. C'est l'adaptation qui pose un problème. Ce que nous voyons ailleurs, c'est qu'on élit un chef de façon démocratique. Chacun sort un dimanche, en tout cas chez nous au Bénin, un dimanche, pour aller voter pour quelqu'un qui a demandé qu'on vote pour lui. Alors que ce que nous faisions hier, c'est qu'il y a une famille, une lignée dédiée justement pour faire le choix là concrètement. Comment est-ce qu'on peut allier deux réalités qui se reposent? C'est ça le problème. Déjà que nous avons un système électoral bien acquis. Nous avons copié ça. Et c'est heureux. Nous pouvons faire des élections. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons dit, il n'y a plus de dispersion. Il y avait 200 partis politiques, on arrête tout ça et on essaie d'avoir 2-3 grands partis politiques. On essaye progressivement d'adapter la démocratie à ce que nous avions hier. Parce que ce que nous avions hier, c'est des centres de décision qui n'étaient pas disparates. N'est-ce pas? C'est ce que nous essayons de faire. Donc, il faut revenir à ces fondamentaux que nous avions, continuer de faire cette belle démocratie, mais à trouver le moyen d'élaguer ce qui doit l'être pour que nous nous sentions véritablement dans notre élément. Mais ça suppose que nous devons tous parler et nous entendre là-dessus. Pas que quelqu'un se montre omniscient pour nous montrer... Je suis d'accord avec ça. Quel sera, et ça va être rapidement, quel sera le gros défi du prochain président en matière, donc, je dois dire, de pratiques démocratiques pour nous éviter à avoir des reproches dans le sens les libertés sont confisquées, etc. Déjà, nous sommes dans une période de transition et cette transition va déboucher justement sur une continuité. Et la continuité, c'est quoi? C'est ce que Patrice Talon a annoncé. À savoir que on ne peut pas continuer de faire la démocratie à l'identique, comme en Europe. Donc le prochain président, je ne le vois pas très bien, en train de revenir en arrière pour dire, bon, je libère les syndicats, je libère la presse, je libère tout le monde, allez, on reprend comme on faisait avant, ça m'étonnerait beaucoup. Donc nous avançons certainement dans la même logique avec des médias voudrait plus responsable, qu'on voudrait plus sérieux dans l'analyse, non plus dans les spéculations et dans les querelles politiques qu'on brassait, mais peut-être dans les sujets plus sérieux qui proposent des réflexions liées au développement. Ça va être un apprentissage pour nous tous, parce que nous n'étions pas du tout habitués à ça et que nous trouvons déjà la situation extrêmement difficile aujourd'hui pour la simple raison que pendant 35 ans, nous avons fait autre chose. Et donc, le président qui sera élu en avril prochain va certainement continuer d'avoir à évoluer dans une démocratie bridée comme celle d'aujourd'hui. Ah oui. Absolument. Si c'est pas au hasard qui est élu, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore sur la place publique quels sont ses choix et ses projections. Il semble dire que s'il est élu, il va ouvrir les vannes. Mais ça, je pense que c'est ce qu'on dit avant de venir au pouvoir. Oui. Et que s'il arrive, il sera le premier à durcir davantage les conditions. Pourquoi? Parce que tant que les mouvements ne foisonnent pas,
vous avez la possibilité de développer tranquillement et sereinement un plan de travail et ça se fait au bénéfice de toute la nation. Et je pense qu'un président aujourd'hui ne voudrait pas se retrouver dans la situation où Boni Yayi était hier, où il avait envie de faire de grandes choses et que à la fin, il n'a pas pu faire grand chose parce qu'il était paralysé de toutes parts, il était bloqué de toutes parts et nous devons à un moment nous dire qu'il faut choisir entre cette démocratie-là et celle qui nous permet, vaille que vaille, d'avancer. C'est Carlos Soké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Notre prochain numéro, je vous le rappelle, va porter justement sur l'éducation. Quelle école pour nous, pour demain, et surtout quel type de citoyen devrait accompagner justement l'élan que nous avions pris depuis 2016 pour atteindre justement la vision à Bénin 2060 telle que dessinée et projetée dans les documents récemment publiés. Encore une fois, merci d'avoir été là et gardez de très bons moments en compagnie de Canal 3.